pour un débat et on va essayer véritablement de faire en sorte que le débat puisse avoir lieu, c'est-à-dire que vos interventions soient courtes et qu'elles puissent donner l'occasion, s'il y a lieu, à nos experts de vous répondre. Je passe la parole à Gilles Chabanel, journaliste qui nous accompagne pour cette table ronde et qui va vous présenter nos experts et notre grand témoin. Merci Israël. Je vais proposer, moi, en fait, aux participants de cette table ronde de se présenter eux-mêmes. Comme ça, au moins, je suis sûr que je ne commettrai aucune erreur. Alors, allez-y. Il me semble, pour ne pas prendre les choses à l'envers, oui, que les premiers concernés, c'est les femmes qui vivent. Les deuxièmes, c'est les sages-femmes qui sont en PLL. Les troisièmes, c'est le psy éventuellement. Et puis il y a un sociologue qui regarde de loin qu'est-ce qu'on fabrique. Alors, oui, on pourrait faire comme ça, mais qu'importe, vous avez le micro, allez-y. Non, allez-y. C'est pas un problème. Enfin, j'ai dit l'essentiel. Donc j'ai dit que dans cette situation douloureuse, qui est le thème aujourd'hui et toutes les questions qu'elle pose, moi je suis pédopsychiatre, donc travaillant dans un centre hospitalier universitaire à Montpellier depuis fort longtemps, et donc j'ai participé à toute cette arrivée du diagnostic anténatal, et j'ai eu la chance d'être accueillie dans ce service, d'aller au staff, et d'écouter les soignants et les équipes, et de découvrir les capacités et les qualités exceptionnelles de ces soignants dans la mesure où ils étaient autorisés, validés, écoutés. Et puis on a été très aidés aussi par les témoignages de parents après coup qui ont pu nous dire ce qui avait été important pour eux, ce qui avait été difficile. Et donc tout ceci, ça va être un des objets du débat, est fondamental parce que ça nous oblige à tout le temps, et c'est l'intérêt de ce forum, à tout le temps se renourrir de ceux qui vivent réellement les situations et de se garder des discours théoriques. Merci. Françoise. Je vais compléter la présentation. Oui, Françoise Molina. Françoise Molina, qui est pédopsychiatre à Montpellier et qui a été l'une de celles qui a formé le plus grand nombre de personnes à l'amélioration de la relation mère-enfant. D'une manière générale, le nombre d'équipes qui ont bénéficié de son enseignement, et j'en suis le premier, sont très nombreux en France. Elle ne pouvait pas le dire, mais moi je souhaite le dire. Voilà. Dominique Mény. Moi je suis chercheur au CNRS et j'ai fait un livre sur la question de la présentation des enfants nés morts ou morts pendant la gestation, ou nés morts juste après la naissance. Voilà. Donc, vous êtes également directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire Culture et Sociétés Urbaines. Voilà. Ah, je complète quand même. Alors, j'ai dit l'objet, on en parlera. On en parlera après. Là, c'était vraiment une petite présentation rapide. Alain. Je m'appelle Alain Verrette, je suis président de l'Université de Strasbourg, ça n'a strictement rien à voir avec l'objet du débat. Donc je suis votre grand témoin aujourd'hui, donc c'est absolument par escalité. Et membre du conseil d'administration. Et du conseil d'administration de cette grande institution que nous devons à mon confrère et ami Israël Mézard. Donc le principe du grand témoin, c'est que je n'ai pas le droit de lui poser des questions, mais lui peut intervenir à n'importe quel moment en fonction des propos tenus par les uns et les autres. Je vous en prie, allez-y, on continue, dans l'ordre. Isabelle de Mézrac, donc effectivement j'ai perdu un bébé il y a 10 ans. Je ne me sens plus en deuil depuis déjà plusieurs années. Sinon j'ai fondé une association qui s'appelle Soins palliatifs et accompagnement en maternité pour réfléchir avec les soignants sur l'introduction de la philosophie palliative dans ce contexte-là et pour accompagner les parents qui vivent ces situations et les soutenir dans le temps de vie de leur bébé et dans le deuil parce que c'est un très long cheminement. Merci, je vous en prie. Moi, je m'appelle Nadine Knezovic, je suis sage-femme dans l'équipe du professeur Nizan. Et depuis de nombreuses années, je m'occupe avec les équipes qui prennent les patients en charge du deuil périnatal
Et moi, je souhaiterais vous apporter 2 points sur l'accompagnement de ces patients, sur les contrôles des paroles. Et j'en profite pour remercier Françoise Bolena, puisqu'effectivement, il y a une petite graine qui a été plantée il y a une quinzaine d'années dans notre service et qui a bien pris. Et voilà, c'est le résultat aujourd'hui. Alors, je me retourne vers le professeur Nizan. Confirmez-moi que mort avant de naître est une expression de Françoise Dolto, c'est vrai? Non, c'est une expression qui a été déjà utilisée à plusieurs reprises chez nous pour un documentaire qu'on aurait bien voulu passer, qui a été fait par Éric Lemasson, et on a cherché 1000 titres. Certaines personnes ont été un petit peu choquées de l'utilisation de ce titre, et je pense qu'elles avaient l'impression qu'on calvaudait et qu'on était dans le mépris. Loin de là. On est véritablement parmi les gens qui viennent dire que le deuil périnatal, c'est un deuil très difficile, très particulier et très mal connu. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette table ronde. C'est mort avant de naître ou mort pendant la naissance. Et je dirais même que dans les premiers jours qui suivent, donc on est dans le deuil périnatal. Merci Israël. Alors, chaque année, environ 7000 familles, si je dis des bêtises, moi je suis néophyte en la matière, donc 7000 familles connaissent ce drame qui est la mort d'un enfant, soit in utero, soit à la naissance. Et c'est vrai que perdre un enfant à ce moment-là, c'est toujours un grand problème. Je me retourne vers vous, vous savez de quoi on parle, dans la mesure où on ne l'identifie pas finalement, on ne le connaît pas. On ne sait pas exactement comment cerner et comment gérer ce drame. Et donc on se retrouve très souvent seul face à ce deuil. Et quand je dis seul, ça n'est pas que la femme, c'est l'homme, c'est la famille en règle générale. Et c'est vrai que pendant des siècles, il y avait une espèce de fatalité. On se disait, bon, c'est comme ça, ça doit se faire. Aujourd'hui, on accepte moins cette situation et on a tendance à vouloir des repères. On a tendance à vouloir ritualiser en quelque sorte la mort de ce bébé. Et c'est un petit peu de tout cela dont on va parler. Et on va parler bien évidemment aussi d'une chose fondamentale qui est l'accompagnement de ces personnes qui connaissent ce drame. Alors, la première question, j'ai envie de vous la poser à vous, madame, parce que vous êtes aussi un témoin, c'est de savoir si véritablement vous vous êtes retrouvé seul face à ce drame à l'époque où vous l'avez connu. Vous avez dit quelque chose, je voulais relever, on ne l'identifie pas, mais nous, maman, nous identifions parfaitement qui est mort. C'est la société, c'est notre entourage qui ne l'identifie pas. Et du coup, ça nous renvoie à une solitude face à ce deuil qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas s'exprimer en société, qui n'est pas reconnu, parce que finalement, on a presque envie de mesurer votre deuil à la durée de vie de celui qui est mort. Moi, combien de fois j'ai entendu, mais pourquoi tu pleures? Il a à peine vécu. Désolé, je viens de faire un bébé, quoi. Voilà, il a vécu, pour que vous sachiez, 1h30 dans mes bras. Oui, mais c'est un enfant, avec tout ce que cela représente, que j'ai perdu. Et donc voilà, c'est cette violence qui effectivement, après, nous isole, parce qu'on n'ose plus aller vers les autres, on n'ose plus parler, parce que de toutes les façons, on est renvoyé à comme une espèce de non-deuil, ou un deuil qui doit se faire très vite, au bout d'un mois, bon maintenant ça suffit, quoi, maintenant tu dois aller bien. Quoi. Eh ben non, c'est justement maintenant que je ne vais pas bien, et 6 mois après, je ne vais toujours pas bien, et voilà pourquoi je ne vais pas bien. Et voilà pourquoi aussi vous avez créé cette association, et voilà pourquoi aussi aujourd'hui vous voulez témoigner. Est-ce que vous avez le sentiment que 10 ans après, les mentalités ont évolué, parce que c'est quand même ça qui est fondamental? Non, malheureusement. Alors, je dirais, je mettrai un bémol. Peut-être dans le monde des soignants et dans le monde de la maternité, les sages-femmes, et là, je peux rendre hommage à tout ce que fait Nadine, mais à beaucoup d'autres sages-femmes. Les médecins aussi ont appris à mieux accompagner, mieux comprendre. Mais je dirais dans la société et dans nos familles, sur notre forum de parents, souvent on se dit non, mais c'est pas vrai, on connaît tous les mêmes personnes. Mais parce que en permanence, et récemment les derniers messages des mamans qui sont arrivées nous ont dit les mêmes choses, non. Nos entourages ne comprennent toujours pas ça. Alors Nadine,
expliquez-moi ce sentiment que peuvent avoir les mères, et encore une fois les familles, les parents qui perdent un enfant. Expliquez-moi pourquoi ce sentiment est toujours celui d'une forme de solitude quand même, malgré tous les efforts que vous pouvez faire. Alors, c'est vrai que je reviens juste un petit peu dans l'histoire. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans, je suis sage-femme, et les 10 premières années de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans une espèce de conspiration du silence qu'il y avait autour de ces femmes, où on ne montrait pas, on pensait bien faire en cachant le corps, enfin, en ne le montrant pas, sauf certaines femmes qui le demandaient de manière expressément. Et on ne le prénommait pas, on essayait de faire en sorte de ne pas le mettre dans le livret de famille. Le devenir du corps était, on ne savait pas trop, les mamans en tout cas ne savaient pas où allait leur bébé. Et dans les années 98, grâce aux équipes lilloises, grâce au travail de Françoise Molina, il y a eu une vraie prise de conscience de faire autrement parce qu'il y avait une demande des femmes derrière. Et c'est vrai que les équipes soignantes maintenant essaient de répondre à ces femmes, d'être au plus près, et c'est pas un protocole, je crois que là-dessus j'insiste vraiment, ce n'est pas un protocole où on dit il faut voir votre bébé pour faire votre deuil, il faut que vous le touchiez pour que on ne coche pas des petites croix en face, chaque histoire est singulière, les personnes qui rencontrent ces femmes le savent, donc je crois que dans les hôpitaux, la plupart des endroits ont fait ces efforts, il y a encore des efforts à faire, très clairement, notamment aux soins palliatifs, là-dessus on en a beaucoup discuté. Mais moi je voudrais tout à l'heure surtout profiter de quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, c'est de dire, dans des congrès professionnels, on en parle souvent, mais dans des endroits où on veut parler au grand public, c'est la douleur de ces femmes. Alors, une maman qui parle de sa douleur est une chose, une professionnelle qui ramène la douleur des femmes est encore autre chose, et partager des paroles de femmes tout à l'heure, je voudrais vraiment le partager avec vous. Ne vous faites pas de soucis, vous allez partager, oui bien sûr. Madame Molina, on a fait référence à votre travail. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, je sais peut-être le terme que je vais employer est un peu trivial quand même, est-ce que c'est gérer le deuil périnatal aujourd'hui, honnêtement, selon vous? C'est gérer au moment où ça se passe. Oui, gérer au moment où ça se passe, bien évidemment, mais gérer ensuite les semaines et les mois qui suivent. Est-ce qu'on le sait? On sait, oui, alors que cette pratique et les efforts que ça représente pour tous les professionnels qui sont autour, parce que je voudrais aussi peut-être insister là-dessus. C'est vrai que la grande douleur, c'est celle des femmes et des couples, mais il y a aussi une grande douleur des soignants. C'est-à-dire qu'ils sont là aussi. Et puis il y a des gestes à faire qui sont extrêmement difficiles. C'est quand même que ça a été cette interruption médicale de grossesse, en particulier cette situation, hein, puisque je ne parle pas des décès spontanés, mais ça a quand même introduit une sorte de rupture dans la culture sociale et médicale, c'est qu'on pouvait arrêter la vie. Et arrêter la vie en médecine, c'est pas du tout, c'était pas l'objectif habituel. Et donc, non seulement ça a demandé ça a induit une réflexion éthique et de grande qualité, mais surtout les équipes, les médecins qui étaient déjà très ébranlés par les gestes qu'ils devaient avoir à faire, et ils devaient le faire, avaient aussi affronté la douleur des parents. Et c'est pour ça que ce fut un tournant à la fois formidable dans la médecine, c'est d'être obligé de faire avec les émotions de ses parents, alors que dans les décennies précédentes, on essayait de faire vivre les enfants, d'éviter que les mères les décèdent, et puis voilà, tandis que là, il a fallu vraiment porter son propre malaise de soignant, d'avoir à faire des gestes douloureux, et en même temps se confronter minute après minute, heure après heure, avec la douleur et les sentiments très contradictoires des familles, des couples, et apprendre à prendre le temps, à pas aller trop vite, à pas penser à leur place, à pas leur donner trop vite des conseils. Tout ça, on a appelé ça à une époque la chirurgie relationnelle. Donc on a appris à travailler, et les témoignages des parents ont été encore une fois vraiment extrêmement aidants. Donc on sait comment faire, je pense qu'il y a beaucoup de soignants, Nadine qui est là, mais d'autres ici, on sait à peu près ce qu'on va faire après. La question c'est comment trouver les énergies, comment rentrer chez soi le soir sans être complètement bouleversé, comment tenir. Et c'est là, puisque je vais parler de ma discipline,
que nous sommes psychologues, psychiatres, psychanalystes, enfin bref, nous sommes très interpellés, sollicités, mais nous ne répondons pas toujours au bon endroit, pour pouvoir aussi être là. Moi, j'aime pas trop le terme d'accompagner, je pense parce que d'abord, alors gérer, bon, et pourquoi pas, hein, mais parce que déjà accompagner, c'est comme si on faisait quelque chose en plus. Alors qu'en fait, il s'agit d'abord de revenir à de l'évidence humaine. C'est comment respecter les sentiments des parents, leur évolutivité, leur désir de voir cet enfant ou pas, et en même temps savoir être là, attendre, etc. etc. Donc c'est tout, c'est vrai, ça a ouvert. Alors, pour répondre plus directement à votre question, je crois qu'on sait faire. On a tous ensemble, on a vraiment développé, les équipes ont développé vraiment des manières de faire assez formidables d'engagement, qui ont servi d'ailleurs et qui servent face à d'autres problématiques. Ce qu'on a appris, on a une sage-femme à Montpellier qui accueille les femmes enceintes qui ont des problèmes d'addiction, à Strasbourg aussi, qui travaille formidablement bien, et qui dit, moi j'ai appris à travailler avec les parents autour d'une interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire qu'on a appris à faire face. Alors, dire que tout est parfait, sûrement pas. Dire que dans l'après, les familles ne se retrouvent pas seules, que les femmes ne se retrouvent pas seules, ça c'est une grande question. Et là, on rentre dans tout cet effort actuel, ce qu'on appelle le travail en réseau, c'est un mot agaçant, parce qu'il y a une grande confusion. C'est que par exemple, passer un petit coup de fil quand madame sort à son médecin traitant pour lui dire voilà ce qui vient de se passer, je lui dis qu'elle aille vous voir, parce que etc. C'est des choses qu'on n'a pas fait pendant 50 ans. De se parler entre. Voilà, alors c'est pour la suite, je parle. Merci. Dominique Mémy, sociologue, politologue, quand est-ce que on peut, et pourquoi d'ailleurs, quand est-ce qu'on peut dater ce changement, cette évolution? Est-ce qu'elle a été rapide, brutale? Est-ce qu'elle est arrivée progressivement? Ce changement de mentalité, précisément, dans la gestion de ces drames. Oui, alors il faut que vous déplaciez un petit peu par rapport aux souffrances sociales considérables dont on traite aujourd'hui. Le problème du chercheur, c'est qu'à certains égards, dans un premier temps, je dirais, il devrait même se montrer insensible à certains égards. Vous allez voir, mon discours n'est pas un discours du sensible. C'est un discours à l'origine d'une énorme curiosité de ma part, quand j'ai beaucoup traîné le guet dans les services hospitaliers, et un jour on m'a raconté cette pratique nouvelle. Je n'ai pas du tout fait attention sur le moment, j'étais en train d'écrire un livre antérieur. Et puis à un moment donné, j'ai découvert un phénomène qui pour un chercheur est un extraordinaire phénomène, à savoir qu'en très peu de temps, moi je dirais entre 1984, le moment où le premier article français, enfin francophone je dirais, paraît sur ces questions du deuil périnatal, et 1993, le moment où le statu quo juridique va basculer complètement en France, en 10 ans, on a radicalement changé les pratiques autour de la mort du fœtus ou du bébé. Est-ce que c'est lié à la première loi de bioéthique qui date précisément de 1984, autant que je me souviens? 94. Non, ça n'est pas lié à des phénomènes juridiques en tant que tels. Ce qui s'est passé, ça je crois que vous l'avez entendu, c'est qu'il y avait, il y a toujours, une souffrance psychologique, détresse absolument considérable, qui était conservée dans le fort intérieur féminin, dans l'intimité féminine pendant des siècles. Relativement aussi dans le fort intérieur masculin, c'est-à-dire que la douleur de perdre un enfant, ça existait, on en trouve des traces dans la littérature, bon, on le sait, les gens en parlaient. Mais en 84, si vous voulez, au début de ma période, l'usage était une mère perdant un enfant, on la mettait sous sédatif, on lui disait d'oublier au plus vite, de faire un enfant aussi vite que possible, voilà, en gros. Et on retirait bien sûr le corps du bébé, on l'emportait dans une pièce aveugle du service, et bon, on s'en débarrassait, soyons clairs. On s'est mis même pas une dizaine d'années, en 5 ans, à changer radicalement le procédé, c'est-à-dire qu'on a demandé aux mères de ne pas oublier.
on les met moins sous sédatifs, je ne sais pas pour les sédatifs qu'il en est exactement, et surtout on leur demande avec insistance si elles veulent bien, hein, rien évidemment, si elles veulent bien voir le corps de leur bébé. Mais est-ce que c'est une demande de votre part, enfin de la part des experts, ou est-ce que c'est une demande de la part des mères? Alors voilà, là il va y avoir un décalage entre nous, je crois. Parce que moi, arrivant face à ce fait brut, ce changement radical, international et très rapide, hein, radical parce que c'est une inversion, international parce que j'ai pu le vérifier dans 10 pays grâce à 27 enquêtes, la question c'est d'où ça vient. Et or, une des découvertes que j'ai faites, c'est que ça ne vient pas d'abord des mères. D'une part, les associations qui luttent maintenant, non, mais c'est le débat, on va commencer. Oui, allez-y, terminez, puis on va donner la parole à Isabelle. Les associations qui se sont créées autour du deuil périnatal sont toutes postérieures à la mise en place de ces premières pratiques. Il n'y a pas de demande formelle, en tout cas il n'y a pas de demande sociale au sens où les sciences sociales en parlent, c'est-à-dire il n'y a pas de demande collective. Hein, comme pour l'IVG, il y a une demande collective forte, politique, insistante, etc. C'est pas le cas là, hein, c'est autre chose. On a des souffrances individuelles qui s'expriment et qui vont être prises en charge par, d'abord, à mon avis, hein, beaucoup les sages-femmes et les psychologues d'institutions hospitalières. Voilà, je m'arrête là. Et vous voyez que c'est, si vous mettez la sensibilité pour le moment de côté, c'est très intriguant ça pour un chercheur. Un changement aussi radical dans l'histoire, c'est très étonnant. Bien, Isabelle. J'apprécie votre approche de recul et d'analyse parce que je pense que ça peut être que constructif et très intéressant même pour nous-mêmes. Hein. Et pour moi, maman, je trouve très intéressant de vous voir examiner avec recul et avec effectivement une certaine forme d'insensibilité. Donc j'apprécie tout à fait. Mais je pense que il y a deux choses qui me semblent que je ne peux pas laisser dire. Hein. Je pense qu'au contraire, on a enfin écouté la parole des parents. On a enfin entendu cette détresse. Parce que quand vous venez de perdre un bébé, vous êtes tellement impacté que l'on vous réduit très facilement au silence. Et que pendant des siècles, alors c'est vrai qu'autrefois on perdait tellement de bébés qu'effectivement, voilà, c'était le lot de chaque femme, et puis sa propre mère, sa propre sœur, tout le monde vivait ça, donc peut-être que c'était plus banal. Aujourd'hui, perdre un bébé, ce n'est pas banal, hein, ça n'a jamais été, hein, mais c'était plus peut-être banalisé, voilà. Mais quand on perd un bébé, on est tellement impacté, on est tellement en situation de détresse, de dépendance par rapport à ce que disent les soignants. Et quand les soignants nous formataient un petit peu en disant bah, écoutez, vous l'oubliez dans les pratiques, voilà, vous en faites vite un autre, etc. La famille en rajoutait une couche, le conjoint ou le compagnon aussi, on se dit bon bah ok, c'est peut-être ça. Et en fait, dans le fort intérieur, c'est pas ça qui se passe. Et donc, pour une fois, les soignants, je crois... Alors, c'est peut-être ça où il faudrait analyser pourquoi, à un moment, effectivement, les soignants ont commencé à vraiment libérer cette parole des parents, de la maman surtout, et à l'écouter dans ce qu'elle représentait, dans ce qu'elle disait, et lui laisser une place. C'est ça, ce jeu de bascule, et moi, je trouve ça très intéressant de vous poser la question. Mais je crois que c'est d'abord la parole des parents, de la maman, qui dit « Non, mais j'ai très mal, ça fait très mal de perdre un bébé. » Nadine, sur cette question. Sur cette question, alors moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre, forcément, notamment sur le passage sur les sages-femmes. Et je crois que moi j'ai vraiment envie de répondre à cette question en disant que moi je me souviens parfaitement bien du jour où j'ai entendu, c'était en l'occurrence Marie Moulin de Lille, qui a fait ce topo sur la prise en charge des patients. Donc j'ai pas eu de réflexion en tant que professionnelle sage-femme sur comment est-ce que... C'était vraiment, cette personne nous a parlé d'une autre approche. Et ça a été pile poil ce qu'on sentait en bruit de fond, et on n'avait jamais réussi à mettre de mots dessus. On avait des patients qui revenaient, qui disaient mais qu'est-ce que vous avez fait de notre bébé, ou est-ce que vous avez fait des photos? Ça existait déjà, mais c'était des bruits faibles. Et là, en une seule fois, il y a eu un bruit très fort, une équipe qui faisait, des mamans, une équipe qui était prête, donc le changement était vraiment très rapide au niveau des sages-femmes, effectivement, et une prise de conscience, mais je pourrais vous retrouver la date quasiment tellement, et c'est vrai que ça peut être très intéressant à analyser. Après, pourquoi on a continué là-dedans? Clairement, ça correspondait tellement à ce que les femmes nous demandaient, et là où effectivement je voudrais revenir, c'est on ne propose pas en disant voilà, vous pouvez faire ça et ça. Nous, en tant que professionnels, on ne sait pas ce qui est bon pour ces femmes-là. Par contre, on va les relier aux autres parents endeuillés en disant voilà, nous avons des gens qui étaient à votre place avant,
Et voilà ce qu'ils ont dit, qui était important pour eux. Et donc on leur donne les possibles, on essaie de les accompagner. Et bien sûr que la ligne de crête est toujours très étroite entre le fait d'insister, le fait de proposer, le fait de nuancer. Et peut-être des fois on a été trop insistant, ou peut-être pas assez insistant. Et c'est vrai que c'est vraiment un exercice qui n'est pas simple. Alors, Dominique Rémy, oui, non, mais justement là-dessus, je voudrais vous poser la question intermédiaire pour transférer le micro jusque chez vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, qu'il y a aussi une évolution des mentalités dans la société? Avant, vous avez parlé de banalité de la mort du bébé, vous avez parlé, on peut parler aussi, je dirais, de la fonction sociale essentielle de la femme qui était pendant des siècles la procréation, point. Aujourd'hui, on est dans un projet, l'enfant est devenu un projet. On a le sentiment que quelque part on construit quelque chose autour de lui. Avant c'était la naturalité, je dirais, les choses. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que peut-être là il y a des divergences de point de vue? Alors j'aime beaucoup la phrase « est-ce que c'est pas ça aussi ?» Alors je vais vous expliquer. J'ai fait un peu de provocation en parlant d'insensibilité parce que je voulais que vous vous déplaciez. Et c'est bien parce que je l'ai attiré dans mon filet un petit peu quand elle a dit « du coup j'ai envie de savoir pourquoi les sages-femmes ont été à l'écoute pour la première fois de cette souffrance très ancienne. » Bon, entendez bien, quand je me suis retrouvée dans les services, et c'est pas de la flagornerie, je pense que dans le livre ça se sent, j'ai été pleine d'admiration face aux pratiques que je voyais mettre en place. Que ce soit clair. Hein, j'ai joué le jeu de la sensibilité pour qu'on se déplace un petit peu quand même, dans un premier temps, parce que sinon, je suis toujours prise dans les débats par le côté extraordinairement affecté du débat. Donc, ça marche plus? Si, ça marche. Voilà. Donc, je voulais me déplacer du côté de ce qu'elle a fait, en disant, j'aimerais bien comprendre maintenant et savoir si c'est pas aussi... Bon. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand je vous dis que j'ai été frappée d'admiration, je pense que ça se sent dans le bouquin par ces pratiques, j'ai constaté, que les sages-femmes prenaient sur un temps déjà hyper surchargé, et ça ne va pas s'arranger, pour faire une présentation de bébé. 2, qu'elles souffraient parfois, et je pense aux jeunes sages-femmes qui apprennent ces pratiques parfois durement quand elles arrivent en service, que c'était psychologiquement pas toujours simple à faire. Bon, alors évidemment, ça compense d'autres souffrances dont parlait François Morena tout à l'heure. Et que donc, pour qu'on passe à ce genre de pratique-là, il fallait surmonter un coût considérable en temps, en énergie psychisme, et puis en passé. Le passé, il était contraire. Donc, ça demande une énergie de changer les habitudes antérieures. Question pour le chercheur. C'est qu'est-ce qui a pu faire ça? Et la découverte, c'est ça que je suis désolée de dire ça, mais adoré en faisant ce livre, c'est qu'il y a ça aussi, et il y a ça aussi. Il y a les sages-femmes et leur évolution sociologique depuis 50 ans. Il y a l'évolution de notre rapport à tous au fort intérieur féminin. Le XXe siècle est le siècle qui découvre le fort intérieur féminin face au malheur de la reproduction. Les femmes ont le malheur de désirer un enfant et de ne pas l'avoir, ou de ne pas désirer un enfant elles-mêmes. Et il y a encore plein d'autres raisons qui vont sortir dans le débat. Il y en a une qui a été dite là, on va y revenir. C'est l'invention, la mise en place de l'IVG et de l'IMG dans le tableau. Alors je m'arrête là, je vais répondre. Et on va y revenir. Oui, Alain, tu voulais intervenir. Bon, c'est difficile, le rôle est subtil. Bon, mais là, comme on parle de recherche, et j'étais un peu chercheur, je vais revenir sur le débat, aussi pour le public, pas donner des leçons parce que je ne suis pas du domaine, mais je trouve que le débat était intéressant. Il ne faudrait surtout pas que les uns et les autres trouvent une opinion meilleure que l'autre. Typiquement en sciences expérimentales, quelles qu'en soient, toutes les découvertes arrivent au même temps, au même moment, on ne sait pas pourquoi. Il y a des pics, il y a des ruptures, en biologie, en physique, en sociologie, toujours. Tout d'un coup, il y a une situation avant, et puis il y a une situation après, et on fait la même découverte un mois après, aux États-Unis, au Japon, et les explications sont subtiles. Et on a vu ça, tout d'un coup, les parents réalisent, les chercheurs réalisent, les professionnels réalisent, avec probablement des attendus différents, des contextes différents, et ça se retrouve. Je pense qu'il ne faut certainement pas chercher de priorité, mais se féliciter ou essayer d'expliquer pourquoi la société, tout d'un coup, change son point de vue sur un sujet qu'elle négligeait ou qui ne la perturbait pas avant. Donc à mon avis, c'est le point de vue déjà de pas. Je pense que c'est pas pour faire de l'angélisme et dire que tout le monde a raison, mais c'est quand même un peu ça. C'est un sujet complexe où les influences sont diverses. Et je crois que ça, c'est un point important qui revient, à mon avis aussi, alors vous permettrez à nouveau une analyse perso, encore une fois avec toute la modestie du rôle du grand témoin,
ça revient aussi à, il me semble, quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est considérer l'enfant de manière différente. Dans notre société a quand même très longtemps négligé les enfants. Je prends l'exemple, là aussi, vous savez que je suis à l'origine pharmacologue, la douleur chez l'enfant, ça n'existait pas. C'est à peu près à la même période, enfin je sais pas ce que... Chez l'adulte non plus. Chez l'adulte, en gros, et chez l'adulte, c'était bon de souffrir parce que, voilà, il y a un côté rédempteur. Mais chez l'enfant, ça n'existait pas. Un enfant n'a pas besoin d'antalgique. Et un bébé qui naît, on le prend par les pieds, on le secoue, hein, n'est-ce pas, docteur? Autrefois, je dis bien, moi, je pense que tu as vu les dégâts que ça a fait, moi, je pense que j'ai encore un peu secoué. Pourquoi tu regardes Israël comme ça en disant... Non, mais pour mes enfants, t'étais pas là, c'était les sages-femmes qui l'ont fait. Ce que je veux dire, c'est que ça procède peut-être aussi d'une évolution de notre société. Le mot respect, je crois, a déjà été prononcé dans d'autres tables rondes, il me semble, après les échos que j'ai lus. C'est cette notion de considérer la personne, que ce soit donc la mère, l'enfant, l'enfant mort, avec un respect différent. Il me semble qu'il y a peut-être aussi ça. Merci Alain. Bon, j'ai un deuxième grand témoin, Israël. Oui, il m'est arrivé dans ma carrière, et je me souviens en particulier d'un dossier en 1980, d'une femme qui avait eu un enfant trisomie 21. Et à l'époque, j'étais tout content du diagnostic, c'était le début du diagnostic prénatal. On a endormi cette femme qui demandait une interruption médicale de grossesse, on a sorti le fœtus dans pas de très bonnes conditions, mais comme elle dormait, c'était pas grave. Un petit peu en morceaux, dès qu'elle s'est réveillée, et on l'a envoyée pour un examen anatomopathologique, et dès qu'elle s'est réveillée, elle a demandé à le voir. Bien entendu, il a fallu mentir. Alors elle a dit, ben, après l'examen anatomopathologique, est-ce que je peux le voir? D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on m'avait fait pendant que je dormais, mais j'ai rien vu, j'ai complètement pas été là. Et cette femme est allée de mal en pis, et ça s'est terminé par une hospitalisation à Brumat en psychiatrie, où elle a fait une bouffée délirante aiguë, où j'étais mélangé, moi, avec son père, enfin, quelque chose d'assez grave, ça a été difficile d'en sortir. Cette femme était professeure d'université à Strasbourg. Et ça continue après la sortie de l'asile psychiatrique, par l'abandon de la famille du mari. Elle s'est mise en couple avec une amie, elle est partie de la ville de Strasbourg. Et 20 ans plus tard, elle a vu un document à la télé qui avait été fait dans le service sur toute cette prise en charge. Et j'ai eu pour la première fois un nouveau contact avec elle, une ligne sur Internet. Vous avez bien changé, docteur. Et moi, je dois dire que cette femme, en 1980, c'est un peu pour répondre à Dominique Mémy, elle m'a motivé quand j'ai rencontré Françoise Molena dans les mois qui suivaient. Je me suis dit, mais peut-être qu'on n'a pas bien géré. Parce qu'envoyer une femme dans le décor, à l'occasion du diagnostic d'une trisomie 21, la perdre littéralement, avoir un accident clinique aussi grave, peut-être que c'était pas bien géré cette affaire-là. Et je crois qu'il y a aussi des conséquences cliniques. Je n'ai plus vu une histoire aussi grave des conséquences de l'interruption médicale de grossesse depuis que ces femmes sont prises en charge, sont suivies dans cette nouvelle clinique de la collaboration et qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et bon, c'est pour ça que je voulais témoigner. Israël a pu amener tout ça par rapport à la demande qui est centrale dans le livre de Dominique Mémy. On en a discuté d'ailleurs. Et voilà, on a aussi des exemples comme ça de petites jeunes femmes qui demandaient à voir un tout petit de 4 mois et demi, 5 mois et qu'on traitait de folle, quoi. Parce que, alors, c'est comme ça. On était dans une méconnaissance. Mais il faudrait rappeler, vous avez cité tous les facteurs sociologiques qui ont pu rentrer en ligne de compte dans ce changement. Il y en a un qui est important, mais je pense que les gynécologues obstétriciens qui sont là en parlent mieux que moi. D'abord, on sortait à peine de quelques décennies où tout le monde médical, obstétrical, était mu par le désir de maîtriser la mortalité. Donc perdre un bébé, la mort d'un bébé, c'était un échec. Et donc je pense que ça participait de l'espèce de volonté de gommer l'événement, de malaise, de culpabilité. Moi j'ai le souvenir de... On ne rentrait pas dans les chambres à l'époque, enfin, c'est les anciens combattants qui parlent là. Les médecins se sentaient impuissants, ils n'avaient pas pu sauver cet enfant, donc
Donc qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et c'est quand les parents ont commencé à dire mais on a besoin de se sentir vivant, que vous soyez là, ils ont découvert leur place relationnelle, je préfère dire relationnelle que psychologique. Et toutes les équipes se sont autorisées. Alors, aussi, qui demande, enfin, à cette époque-là, on ne demandait pas aux femmes de penser, ni aux sages-femmes de penser. Donc ça a été aussi un tournant quand on a pu commencer, parce qu'on était plus en sécurité aussi. La sécurité technique, ça a été vraiment important. On a pu s'intéresser aux émotions parce qu'on était en sécurité technique. Alors, vous évoquez justement les équipes, vous évoquez ces réseaux aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'un drame intervient dans n'importe quelle situation, je ne parle pas spécialement de celle-ci, on voit apparaître le soutien psychologique. Et on a eu l'occasion d'en discuter. C'est un terme que vous n'aimez pas beaucoup. Pourquoi? Et pourtant, Dieu sait que ça peut être utile. Je le suppose comme ça. Encore une fois, en tant que néophyte. Hein. Non, parce que vous voulez, le risque, c'est qu'on prend les choses à l'envers, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faudrait en rajouter et s'occuper d'eux, et accompagner, et soutenir psychologiquement. Alors, il faudrait d'abord revenir à la base, de pouvoir accueillir et respecter là où en sont les gens. Et ça, c'est déjà un effort considérable. Donc on est dans une espèce de surenchère actuellement. Et je vous donne un tout petit exemple qui n'a rien à voir avec le deuil périnatal. Quand aux urgences, des parents arrivent à 3h du matin avec un gamin de 10 ans qui casse tout à la maison, on le pose sur une chaise, on l'appelle le psy d'urgence. À 3h du matin pour faire une consultation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'accueille pas ces gens. Le pédiatre qui est là, il se sent plus compétent. C'est là. On se défausse. Ben, on se défausse. On se juge non compétent. Moi, je ne dirais pas qu'on se défausse. Et donc, il y a vraiment tout un travail, et c'est tout ce qui s'est passé pendant ces années, c'est que les équipes, les sages-femmes, les aides-soignantes, les médecins, ont découvert ils ont pu retrouver leur qualité humaine, leur intuition, en étant peut-être eux, un peu pas tout seuls, dans les cas difficiles, et puis d'être validés, parce que c'est lourd, c'est dur de s'engager. Et là, il y a un vrai problème de société. Mimi, vous vouliez intervenir sur cette question-là, et ensuite on donnera la parole à Isabelle. Oui, tout à l'heure, quand vous avez dit l'un ou l'autre, je ne sais plus, c'est pas un problème de société, la société tout entière. Et tout à coup, etc. Donc c'est passionnant de voir que c'est l'ensemble social qui bouge. J'ai entendu Françoise Molin dire, enfin c'est pas toute la société, elle a dit, je crois, c'est les médecins. Et ensuite, Israël Misan a dit, c'est la médecine, vous avez dit, les médecins, la médecine. Et ensuite, Israël Misan a raconté cette histoire, au fond, je dirais, de culpabilité rétrospective à l'égard de ce cas, et de découverte par lui d'autres professionnels que lui-même, à savoir Françoise Molina, psychologue ou travaillant dans une institution, ou les sages-femmes, parce que dans certains services, ce sont les sages-femmes qui ont fait le premier pas. Eh bien, ça veut dire que, oui, il y a la société tout entière, et vraiment, je me suis intéressée au statut de la femme et de l'enfant dans ce bouquin, ce qui ça fait beaucoup. Hein. J'ai essayé de régler ces choses-là chaque fois en disant ça fait partie des facteurs. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai tiré un fil, un fait tout petit, m'a obligé à tirer plein de fils différents. Mais ce que j'ai découvert aussi, quand même, alors c'est ça qui est difficile à dire peut-être face à des professionnels, j'ai découvert les professionnels. Alors, entendez bien, moi je suis d'une discipline où on parlait depuis des années du déclin de l'institution. On a l'impression que, parce que l'État, comme disait quelqu'un hier soir, s'est retiré de plein de lieux, l'État n'existe plus, l'institution n'est plus opérante, et brusquement je découvre des professionnels de l'hôpital qui font plein de choses, qui inventent même des procédés pour gérer, comme on disait tout à l'heure, une chose aussi sensible que des souffrances psychologiques considérables. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. Donc, voilà, quand vous dites c'est Françoise Molina qui m'a alerté, c'est Marie Dumoulin à Lille, qu'est-ce qui commence? Ce sont des gens particuliers, je suis sociologue, des gens particuliers dans l'espace social, pardon, dans un espace professionnel. Hein, n'oublions pas ça, même s'il y a eu des histoires qu'elle, à ce moment-là, objectives, et dont elle parle comme un peu israélien. Deuxième point, la psychologie. Alors, si j'avais, moi, je n'ai dans cette histoire-là une espèce de passion et de curiosité d'observateur qui voit des pratiques sociales se transformer. J'ai quand même une espèce de petite passion sociale là, dans les discussions que j'ai avec Françoise Molina, qui est sortie. Au fond,
fond, je suis d'une époque, moi aussi je suis un vieux grenadier, je suis d'une époque de la psychanalyse comme traitement singulier des situations. Or, ce que j'ai vu apparaître dans les différents services, c'est quelque chose qui est effectivement admirable et qui fait du bien aux mères, et qui quand même me fait un peu problème au fond, qui me fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition de la psychologie, ce qui n'est pas pareil, comme traitement collectif des situations. Et même Michel Foucault, il dirait, c'est une biopolitique psychologisante qui est en train de se mettre en place au moment où l'État, comme disait Revanogien, se retire. Or ça, c'est pas simple. Et ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est Françoise Molina, et j'ai oublié votre nom, Nadine, voilà, qui disent on essaye quand même de ne pas imposer de manière mécanique, etc. Et j'ai vu ça, quand j'ai enquêté, j'ai vu plein de sages-femmes, j'en ai marre, moi, du coup, d'imposer, etc. En fait, vous êtes en train de lutter contre une forme de gestion collective des populations au nom d'une bonne connaissance de la théorie psychologique et psychanalytique, enfin, une bonne intégration du traitement singulier des personnes. Je vous rappelle que hier, dans le débat sur l'adoption, la chose est sortie aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette dame qui avait adopté 7 enfants et qui dit à la psychologue, ouais, quand même, vous charriez, dans les 7 cas, il s'est produit quelque chose de différent, donc vous ne pouvez pas me sortir des critères de la bonne adoption. C'était le même débat qu'aujourd'hui. Repartir sur le débat autour du deuil périnatal et rebondir sur ce qu'avait dit Françoise Molina, j'ai envie de dire que le deuil, c'est pas une maladie, c'est un état. Effectivement, on psychologise un peu toujours trop, et je pense que Nadine ne va pas me contredire là-dessus. On a besoin, quand on est maman endeuillée, de rencontrer aussi d'autres mamans endeuillées. On a besoin de pouvoir se dire les choses entre nous. Parce que c'est ça aussi qui nous aide sur ce chemin. Il y a une maman, il y a 3 jours, qui m'appelait et qui me disait oui, j'ai rencontré une autre maman endeuillée et qui m'a dit mais on peut sourire même quand on a perdu un bébé. Et elle a ajouté après cette phrase mais cette phrase-là, je ne l'ai entendue, je ne l'ai acceptée que parce que ça venait d'une maman qui avait perdu un bébé. Mais un psy ou un professionnel m'aurait dit ça, mais je dis, mais de quoi elle se mêle, quoi? Voilà, donc je crois que c'est ces groupes de parole, ces groupes de rencontres qui font que nous nous sentons plus soutenus et entourés et mieux compris dans cette douleur très singulière que l'on vit face à la perte de nos bébés. Vous êtes en train de nous dire que parfois, dans les réflexions des scientifiques, on manque d'une part de dimension humaine, c'est ça? Oui, je vous en prie, Isabelle. Oui, en fait, il n'est pas question d'opposer les professionnels de santé aux parents, mais c'est de montrer qu'il faut laisser aussi une place à cette rencontre entre personnes ayant vécu ce même drame, sans pour autant nous enfermer dedans. Je pense que les professionnels sont des garants du bon fonctionnement de ces groupes, mais je crois que il y a comme une espèce de compréhension mutuelle qui nous aide, surtout face à notre entourage qui est complètement dans l'incompréhension et absolument, quelquefois qui va être d'une maladresse bouleversante. Cette même maman me disait, elle m'appelait mardi parce qu'elle n'allait pas trop bien, ce week-end, sa propre mère, qui était voilà, une pas mauvaise mère, voilà, je ne veux pas la condamner, lui a dit, parce qu'elle avait besoin, elle a perdu un bébé il y a 22 mois, elle a eu un autre enfant depuis, donc elle chemine. On n'a pas parlé un petit peu du deuil périnatal, il faudrait revenir, donner quelques repères. Mais elle disait, voilà, j'avais besoin ce week-end de reparler de mon bébé, de ma petite fille Bérénice qui était décédée il y a 22 mois, et sa mère lui a répondu, il ne faut pas réveiller les bébés qui dorment. Et elle m'a dit, mais ça a été le désastre pour moi, ça a été tellement violent, je vais tourner le dos. C'est une réflexion peut-être d'une autre génération, précisément. Est-ce que ça peut être interprété comme ça parce qu'à cette époque-là, on n'envisageait pas les choses de la même façon qu'aujourd'hui? Non. Oui, mais l'impact, c'est que ça fait très mal à cette jeune femme et qui se dit, ma propre mère ne peut pas me comprendre, ne peut pas me soutenir. Voilà. Il y a peut-être à relativiser aussi la réflexion. Oui, Nadine, je vous en prie. Sur les groupes de parole, parce que tu en as parlé, Isabelle, mais c'est vrai qu'on peut peut-être revenir vraiment sur le deuil périnatal et ce que vivent ces femmes, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, quand j'ai ça fait 10 ans maintenant que j'anime des groupes de parole avec une des psychologues du service qui est dans la salle,
Et moi, j'ai vraiment découvert ce que ces femmes vivaient à ce moment-là. Ça faisait plusieurs années qu'on avait mis en place cet accompagnement. On pensait savoir ce que ces femmes vivaient, on savait ce qu'elles vivaient sur le moment, mais plus à distance. Ça a vraiment été, pas une révélation parce que le mot est fort, mais un moment extrêmement important. De ces groupes de parole, on va ressortir plusieurs choses. La première, c'est en permanence un questionnement de nos pratiques. On entend quand une femme nous dit, bah là, ça a été difficile parce que peut-être on a insisté trop, ou à l'inverse. Donc on essaie vraiment, en tout cas dans notre pratique quotidienne, de tenir compte des retours des groupes de parole. Ensuite, ça permet également de faire un retour aux professionnels, parce que ce soit les internes, que ce soit à l'école de sage-femme, ça ne fait pas partie de l'enseignement. Donc, dire voilà ce que les femmes endeuillées, et les hommes, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a aussi des hommes dans les groupes de parole, qu'est-ce que ces gens attendent de nous en tant que professionnels. Et la dernière chose importante, c'est qu'est-ce qu'on a appris de ces groupes de parole, c'est ce que je voudrais partager avec vous, c'est que il y a un avant et un après. Et il y a plusieurs mamans des groupes de parole qui sont là aujourd'hui. Et dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent. Leur quotidien va changer après un deuil périnatal. Vraiment, elles ne vont plus avoir la même manière d'entendre les choses. Une question simple. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous n'avez plus vu depuis longtemps, ou quand vous allez à un entretien, une des questions simples, c'est combien avez-vous d'enfants? Tiens, tu as combien d'enfants? Cette simple question va glacer une femme qui a perdu son bébé. Elle a deux options. La première, elle dit non, je n'en ai pas. Ou si elle en a deux et qu'elle en a perdu un, elle va dire qu'elle en a deux. C'est-à-dire que ce bébé qui est mort, elle n'en parle pas. Elle a le sentiment de le tuer une deuxième fois, puisqu'elle le nie. L'autre option, et là je cite une maman parce qu'elles ont quand même beaucoup d'humour et la mort n'empêche pas d'avoir de l'humour, elle dit bah, quand j'explique mon histoire, j'ai le syndrome Harry Potter. Il y a les détecteurs, les mange-morts qui arrivent, l'ambiance se glace, celui dont on ne dit pas le nom arrive, la personne en face est tétanisée, et vous vous retrouvez à consoler la personne alors que c'est vous qui êtes en deuil. Donc voilà, ça c'est simple question. Combien avez-vous d'enfants? C'est une question simple. Donc celle-là, elles ne peuvent pas y répondre. Quand une femme est à une fête de Noël, une fête de famille, et que la propre maman, alors ça peut être générationnel, mais on a la même chose des sœurs, c'est pas forcément générationnel. C'est dit, oh je suis contente, j'ai tous mes petits-enfants qui sont là, mes 8 petits-enfants sont là. Pas mes 8, il y en a un dont on ne parle pas. Et c'est d'une violence, c'est chaque fois un coup de poignard pour cette femme, quand on n'évoque pas en famille cet enfant qui n'est pas là. Donc ça, ce sont... Je vous en prie, mais quand il termine, ça, ce sont des exemples simples. Une femme dans un groupe de parole a témoigné il n'y a pas très longtemps. Elle a dit, ben voilà, moi j'ai dit l'autre jour que j'ai venu encore au groupe de parole. On m'a dit, mais c'est complètement pathologique ton truc. Ça fait 3 ans que tu l'as perdu, ton bébé, c'est bon, maintenant on va passer à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette femme? Venir à un groupe de parole 3 fois par an. Ça veut dire que 3 fois par an, elle peut juste prononcer le prénom de son enfant sans être jugée, sans faire pleurer quelqu'un, sans mettre quelqu'un mal à l'aise, dans un univers où tout le monde sait ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ça être pathologique? Est-ce qu'on fait le même reproche à quelqu'un qui évoque sa grand-mère, son père, son frère, 10 fois par an? Non. Par contre, le bébé qui n'a pas vécu, ça va être pathologique. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a une confusion entre la naissance et la mort? Là, c'était plutôt la maman qui peut répondre, mais oui, c'est les deux. Très clairement, c'est parce que ce bébé n'a pas vécu. C'est le possible de ce bébé que la maman a perdu, alors que dans un souvenir, tout le monde n'a pas des souvenirs des gens qui ont vécu. Et c'est vrai que le fait que ce bébé n'ait pas vécu, c'est quelque chose qui est souvent ressorti. Mais il n'a même pas vécu, ou il a à peine vécu. Comme si effectivement ça n'avait pas d'importance du tout. Isabelle? Oui, j'ai envie de dire 2 choses après ce que tu as dit, Nadine. C'est que d'abord, le deuil périnatal, c'est un deuil qui est extrêmement lent à se construire. Donc 3 ans après, moi, ça me semble normal. C'est un cheminement très lent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, justement, on est face à quelqu'un qui a laissé très peu de traces, très peu d'éléments de son passage. Et en fait, ce deuil ne va pas se construire comme les autres deuils. Moi, Françoise Molinard pourrait beaucoup mieux vous expliquer comment se construit un deuil, mais le deuil d'un bébé, eh bien, en fait, c'est être face à un avenir qui ne se fera pas. Donc voilà, donc vous avez perdu votre bébé et tout l'avenir que vous aviez projeté avec lui, il ne se fait pas. Et en fait, vous devez traverser des événements de cette vie qui ne se fera pas et qui vont être des éléments de votre deuil. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, c'est comme un cheminement extrêmement lent avec 1001 facettes qu'il faut aller traverser pour avancer dans son deuil et dans ce cheminement intérieur que l'on vit pour progressivement
admettre que son enfant n'est plus là, et ne sera plus jamais là, et qu'il faut, pour qu'il puisse un jour s'inscrire effectivement à un moment dans son passé. Oui, il est passé dans ma vie. Voilà. Donc c'est tout ça qui est à l'œuvre et qui demande un temps fou. Isabelle, juste une petite question. Répondez-moi rapidement. Est-ce que ce n'est pas simplement un problème d'identité? Quelqu'un parlait l'autre jour lors d'une autre conférence à propos de l'embryon, à propos du fœtus, parlait de sans-papiers. Est-ce que ça n'est pas ça finalement aussi le problème? C'est peut-être plus complexe, je sais pas. Pour moi, le bébé que j'ai perdu s'appelle Emmanuel, c'est pas un sans-papier. Il est inscrit dans mon livret de famille, donc il est bien inscrit dans ma vie de maman. Je dirais, c'est aussi avoir à renoncer à ma vie de maman avec lui. Il faut renoncer à sa vie à lui, d'enfant, que l'on accompagne, on se projette dedans. Mais il faut aussi renoncer à cette relation de maman avec cet enfant. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Pour moi, ce n'est pas tellement un problème d'identité. Non, parce que justement, les mamans ont réclamé... vous savez, quand on attend un enfant, c'est bien lui. Et je pense qu'on n'a peut-être pas mesuré, peut-être c'est une piste pour Madame la ministre dans ses recherches, on n'a pas mesuré l'impact des échographies dans le rapport que nous avons nous-mêmes avec notre propre maternité. Je crois que nous sommes, surtout les échographies actuelles, les toutes premières échographies il y a 30 ans, il fallait vraiment que le professionnel nous décode ce qu'il voyait. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on voit très très bien tout. Et donc on a un rapport de proximité avec cet enfant à naître de manière très très précoce dans notre grossesse. Alors, de toute façon, il y a plein de questions dans la salle, donc on va rebondir sur tout ça. J'ai juste deux petites choses encore. Juste une question tout à fait pratique, Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les études de médecine, on aborde ces questions-là ou pas? On n'aborde pas ces questions-là, parce que dans les études de médecine, le nombre de choses à savoir est devenu tellement immense, et le temps consacré à l'apprentissage de ce genre de choses, tout simplement, n'existe pas. Donc on n'aborde pas ces questions-là, et les jeunes commencent à être au contact de cela quand ils font leur internat, c'est-à-dire leur spécialisation. Justement, ça correspond un peu, c'est induit parce que bien le dire Israël, ce qu'avait dit François Bénin avant, c'est ce côté hyper-spécialisation versus la capacité des différents acteurs qui sont autour de la table à assumer collectivement quelque chose au contraire d'une spécialisation. C'est-à-dire, on sait très bien aujourd'hui, en médecine, le malade a une capacité d'assumer sa maladie, quelle qu'elle soit, qui ne lui était pas donnée il y a encore peu de temps. Les mamans, ce que vous dites, c'est absolument fondamental, deviennent des acteurs. On n'a pas besoin, c'est ce que François disait avant, d'être psychiatre forcément pour assumer un rôle. Et ça pose la question, et j'allais en parler, donc c'est très bien que tu aies dit, mais comment on forme à ce moment-là? Or, les capacités formatrices, je crois qu'on a un vrai souci, et ça, l'université, je rappelle, dans l'université, il y a universalité. Alors, on forme des spécialistes ou on forme des gens universels? On forme en médecine des généralistes ou des spécialistes? Le généraliste, c'était pas mal. Il ne savait pas tout, mais il travaillait sur tous les sujets, la médecine interne. Or, à ce moment-là, il y a une seule chose à faire. On ne peut pas tout faire, il faut faire des choix et des priorités. Et notre devoir, peut-être, d'universitaire, mais vous savez, enfin ceux qui me connaissent un peu ici, c'est qu'il faut introduire des sciences humaines dans les sciences exactes. Mais ça veut dire obligatoirement, si on met une approche, on fera ni bien les sciences humaines, au sens des professionnels, ni bien les sciences exactes, mais ça, c'est le sacrifice qu'il faut être capable de faire. Je voudrais remercier infiniment nos experts et notre grand témoin qui a été d'une grande pertinence. Et je voudrais vous remercier également, vous, pour votre participation pour ce débat d'un excellent niveau. On enchaîne, si vous le voulez bien, pour ceux qui s'intéressent au diagnostic préimplantatoire et à ses enjeux éthiques et à sa complexité, juste en face au Club de la Presse, de 14h à 16h. Merci à tous et bravo pour les...